qu'on le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. D'abord, une nouvelle fois, merci quand même d'avoir attendu, y compris jusqu'à la fin de l'audience du tribunal administratif. Je sais pas où est Julien, qui est notre avocat, qui, j'allais dire, est timide, mais en fait c'est pas vrai du tout, donc ça sert à rien de pipoter. Donc on aura le rendu le 28 janvier. Voilà, donc de toute façon, il y a, comment dire, c'est dommage que les collègues n'aient pas pu en fait entendre la plaidoirie de l'avocat de la Poste. Je veux dire, c'est non mais la tienne, t'entends tout le temps. C'est vraiment dommage parce que, je veux dire, c'est édifiant de tout ce qu'on raconte sur ce mépris de classe qu'il y a. Bon, mais là c'est aller loin quoi, parce que pour essayer de décrédibiliser les rapports de l'inspection du travail et également le rapport de contre-enquête des propres services de Pénicaud, le gars, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, quoi. C'est-à-dire direct, et puis j'ai vu, parce que moi je l'avais en biais, toi tu l'avais devant toi, tu ne voyais pas, il y a une petite veine qui sortait comme ça, tu vois. Et il a fait à un moment donné, pour essayer de décrédibiliser le rapport d'une 40aine de pages, mais ces inspectrices du travail syndiquées, je veux dire, l'argument de base, pour dire en gros, il y a eu tentative de la part de la Poste de faire des faux témoignages pour mettre en difficulté le représentant syndical que je suis. Les liens avec le mandat syndical, tout ça, tentative de lever. Moi je me suis dit à un moment donné, mais avec des gars comme ça, je veux dire, tu frises très vite sur le truc de... Mais il y a y compris des juges qui sont syndiqués. Bon, mais ça veut dire que, je veux dire, tu peux à l'infini démultiplier la logique du monde de l'avocat de la Poste et de cette entreprise qui aujourd'hui, je veux dire, les liens évidents qu'il y a avec l'appareil d'État, on l'a vu pendant les 15 mois de grève. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute la discussion. Au niveau juridique, en gros, pour que vous sachiez, il y a un élément de procédure, on va dire, qui n'est pas juste un élément de procédure à la marge, qui est une question de ce qu'on appelle la sécurité juridique. C'est-à-dire, en fait, Pénicaud, qui avait 4 mois plus 4 mois pour autoriser le licenciement, hop, erreur dans l'acheminement du courrier, elle a pris sa décision au-delà des 8 mois. Bon. Et donc, nous, ce qu'on dit, juste sur la procédure, et parce que tu as donné plusieurs exemples en termes d'avocats. Moi, je vais donner en termes d'impôts, puisque j'ai plus d'habitude, par rapport aux impôts que les requêtes au niveau du tribunal. Mais en gros, nous, ce qu'on soulève, c'est... Écoutez, le moment où la décision a été prise et le moment de la notification, c'est pas la même chose en termes de délai. Et puis, à un moment donné, c'est pas à nous de prouver que vous avez pris votre décision à la date que vous affirmez l'avoir prise. En gros, là, il donne juste un document où tu as c'est pas un tabre-date, puisque moi c'est la déformation postale, c'est un marque-date, c'est un marqueur à date, un petit tampon où il a mis 20 mars. Bon, alors que en fait, partout ailleurs, on le sait nous, d'autant plus puisqu'on est facteur et factrice, postier et postière, c'est le cachet de la Poste qui fait foi. Par exemple, si moi, là, mes impôts qui me réclament, j'arrive et je dis, en fait, regarde, regarde le chèque, je te l'ai fait il y a 1 an. Mais, bêta que je viens de te l'envoyer aujourd'hui. Bon, ils vont me faire, c'est le cachet de la Poste. Donc on a soulevé, pas un vice de procédure comme ça dans l'espace, dans lequel la jurisprudence en fait n'est pas générale là-dessus. Elle n'est pas constante. Mais où on indique, écoutez les amis, t'as 8 mois pour rendre une décision, si c'est si évident que ça, rends-la au moins dans les temps. Ça c'est la première des questions qu'on a soulevées. Mais en réalité, la seconde, elle est à la fois, puisque vous le savez toutes et tous, nous, franchement, notre syndicat, si on avait séquestré en 2010 13 responsables RH et si on avait pris la décision de le faire, on l'aurait assumé. Comme l'ont assumé les camarades de la CGT dans d'autres boîtes, comme l'ont assumé des camarades à la Poste dans un certain nombre de boîtes. Il se trouve que là, la décision, c'est jugé. Et donc les juges, au final, regardez l'incohérence du truc, mais c'est jugé, tu peux plus rien faire. On a été 17 portés au tribunal
pour dire qu'on avait séquestré 13 cadres RH. On était 17. Au final, sur ces 17, on n'a été que 3. C'est-à-dire 14 ont été relaxés. Enfin, il y en a un, il n'avait même pas reçu le recommandé en fait pour le convoquer. Et 3 ont été condamnés. Donc au final de la procédure, mais c'est la chose jugée, nanana, tu peux pas revenir. Au final, c'est 3 gars qui tout seuls ont séquestré 13 cadres RH. Bien évidemment, si tel avait été le cas, on l'aurait assumé. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Parce qu'on n'a pas de problème avec cette affaire de 2010 et la grève. En 2010, je suis représentant départemental. On a une négociation qui est prévue alors que ça fait plus de 50 jours qu'on est en grève. Et la Poste décide à un moment donné de dire à la délégation, on veut bien vous recevoir, mais pas le secrétaire départemental du syndicat majoritaire qui mène la grève. Il ne faut pas qu'il y ait qui rentre. Si vous acceptez qu'il n'y ait pas qui rentre, on vous reçoit. Mais t'imagines, avec 50 jours de grève dans la gueule. Et les collègues décident en Assemblée Générale de dire on impose notre délégation, c'est pas à la Poste de déterminer qui est sur place. Et donc on arrive en fait au 3e étage, aux abords de la direction, de là où il y a le directeur départemental, qui dans une démonstration de grand courage, parce que s'était enfermé dans ses bureaux. Donc nous on était devant la porte, et on a attendu, il y a France 3 qui est venu, il y a tout le monde qui est venu, mais on attendait devant la porte, juste d'être reçu. 4e étage, clac, 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 il y a les RH qui descendent. Et comme ils ne voulaient pas utiliser le pass qui permettait d'ouvrir la porte, parce qu'ils savaient très bien que comme des petites libellules, on se serait engouffré derrière pour aller voir le directeur départemental que l'on cherchait depuis plusieurs heures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis et ont attendu. Et ce n'est qu'une dizaine de jours après les faits, Julien, si je ne m'abuse, qu'ils ont monté l'affaire de la séquestration. Mais très clairement, aujourd'hui, oui, ce truc-là, il est jugé. Même si c'est incohérent, ça fait partie des éléments en termes de justice, tu ne peux plus revenir dessus. Qu'est-ce que nous, on a invoqué et que les juges eux-mêmes, au niveau du pénal, avaient indiqué? Contrairement à ce que disait Pénicaud de manière très maladroite, lorsqu'elle était, on va dire, interviewée sur France 3, où le seul argument qu'il a donné, c'était « il a été condamné au pénal, mais il a été condamné au pénal, donc j'étais obligé, quoi ». Le seul argument qu'il a donné, c'est « j'étais obligé de le licencier ». Ce que disaient les juges eux-mêmes, c'est qu'ils ne se prononçaient pas sur la gravité des faits et sur le fait que ça implique automatiquement mon licenciement. Donc nous, on a porté là à la discussion le fait qu'eux-mêmes avaient fait, on va dire, un usage léger du droit pénal. Puisque soi-disant pour une séquestration, j'avais pris une amende de 500 € avec sursis. Bon, si en gros ça a été arrivé avant Chirac, j'aurais bénéficié d'une amnistie et je serais même pas là aujourd'hui à discuter de tout ça. Hein. Faut juste le comprendre. Hein. Bon, donc ça, on a discuté de cette question-là sur la gravité. Et le dernier élément qui est pour nous indiscutable, c'est la discrimination syndicale. Et le fait que, quoi qu'il en soit, dans le Code du travail, ça est indiqué, si jamais le licenciement est lié parce qu'il y a un objectif de se faire, en gros, parce qu'elle a un lien avec le fait que je suis représentant syndical, eh bien, ça interdit la possibilité d'autoriser le licenciement. Dans ce cadre-là, c'est tellement évident, c'est-à-dire il y a le rapport de contre-enquête de Pénicaud, où là, l'avocat vraiment est parti très en vie, je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il a dit on ne sait même pas comment il a obtenu le rapport de contre-enquête, sous-entendu, parce qu'il a des potes à l'inspection du travail, qui sont syndiqués, qui lui filent. Non, je veux dire, le mec qui vous a fait le contre-interrogatoire et compagnie du ministère et qui, y compris, a signé au nom de Pénicaud, je vais juste, je le dis à l'avocat de la Poste, je vais juste envoyer un mail en lui demandant d'avoir le document. C'est encore normal que j'ai le droit d'avoir le rapport de contre-enquête des services de Pénicaud. Et il me l'a juste envoyé. Point barre. Il n'y a pas eu de truc, les syndiqués, inspectrices du travail. Enfin, je veux dire, on en rit, mais c'est, tu vois le monde dans lequel ils veulent mener, quoi. C'est-à-dire que, clairement, c'est deux mondes qui sont menés. Sur cette question de discrimination, et je termine avec ça, on veut obtenir la réintégration. On veut que ça soit formalisé par la justice. Julien a insisté là-dessus. C'est complètement dingue, parce qu'en réalité, c'est même un peu la temporalité judiciaire là, par rapport à la vraie vie, elle est en décalage. Ça fait depuis la fin de la grève qu'on est dans les services. On voit les collègues.
là aussi il est parti totalement en vrille, genre on empêche les collègues de travailler, on casse le matériel, on serait fautif, je serais fautif de traumatisme chez les cadres. Enfin, je sais pas, je rappelle juste quand même que notre organisation syndicale, elle était à 38% en 2006-2007 et qu'elle est aux dernières élections professionnelles, là, passée à 56%, tout collège confondu, c'est-à-dire y compris avec les cadres, et rien que sur les agents d'exécution, on est à 66%. Comment tu peux à un moment donné, c'est-à-dire que quand je dis qu'il y a ce décalage dans l'entreprise, c'est tellement évident qu'il y a discrimination et qu'il y a un lien avec le mandat, qu'il faut qu'on arrive à faire que les deux temps, c'est-à-dire le temps judiciaire et le temps de la réalité dans l'entreprise, convergent. Et pour ça, aujourd'hui c'était un temps essentiel, mais il faudra continuer, poursuivre. Si on gagne, on fera une énorme fête, mais on sait que derrière ils vont pas lâcher. Il l'a dit, regarde dans Julien, l'air de dire, on n'abandonnera jamais. En gros, c'était une question de bagarre. Et ils ont raison. Ils ont conscience que face à eux, ils n'ont pas juste un secteur syndical qui remet en cause la politique que mène la Poste, mais que de manière plus large, il y a un secteur syndical qui remet en cause le pouvoir du patronat. Pas pour faire n'importe quoi comme ils disent, mais pour en réalité imposer une autre légitimité. Et à l'argument qui est donné, mais comment vous pouvez, sur les 17 qui ont été emmenés au tribunal, 3 seulement ont été condamnés. Sur ces 3, et je remercie les camarades qui ont fait des attestations, je suis le seul vis-à-vis de qui ils ont mené une procédure de licenciement. Les 2 autres collègues, et tant mieux pour eux, ont eu un blâme. Bon, Julien a dit quand même, entre le blâme et procédure de licenciement, c'est des faits quand même un peu différents. Mais plus grave, sur les 17, parce que là il disait, oui mais on faut individualiser, on voit le rôle de meneur, de nanana, nanana. Mais sur les 17, c'est pas que les 3. Aucun n'a eu une procédure de licenciement, aucun. Alors je veux bien que j'ai un rôle de meneur, mais je rappelle quand même que dans la barre des accusés, il y avait quand même Olivier Besancenot. Bon, j'ai un peu l'impression qu'en termes de meneur, on arrive à un niveau un petit peu plus haut quand même. Donc il faut être un peu sérieux dans la façon dont la direction de la Poste mène cette affaire-là. Clairement, aujourd'hui, on a la base juridique, on a la question de la justice sur le fond, pour nous, par rapport à ce qu'on mène comme combat, pour obtenir la question de la réintégration. Il faut continuer cette bagarre politique. Et il faut faire en sorte, pas juste qu'on se serre les coudes, les uns avec les autres. Tout à l'heure, je voulais insister, les camarades de Monoprix, avec lesquels j'ai pas pu être là le 5 janvier, avec lesquels on est là en quotidien avec ces camarades-là. Ces camarades-là, ils forcent le respect au sein de leur collectif, avec la CGT. Ils ont mené des bagarres, moi j'ai vu les premières bagarres que tu as menées, Alain, dans les magasins Monoprix, et la façon, y compris des grands bourgeois à la radio, s'amusaient à se moquer de toi. Petit à petit, cette bagarre que tu as menée au sein des magasins, le fait de rentrer, non pas pour les bloquer, mais pour montrer qu'on existait, qu'on n'est pas invisible, qu'on n'est pas juste des variables d'ajustement desquelles on parle de temps à autre quand il y a des pandémies, mais sur lesquelles il n'y a aucune rétribution financière qui est mise. Vous avez fait la démonstration de cette opiniâtreté. De la même manière, les camarades étudiants de la fac de Nanterre, vis-à-vis desquels, à aucun moment sur notre grève de 15 mois, lorsqu'on était sur la fin, lorsqu'on avait passé l'été, lorsque ces camarades ont participé avec nous à l'ensemble des occupations des sièges et ont permis de faire en sorte, avec d'autres, avec le comité de soutien, de faire en sorte que cette bagarre soit victorieuse. Aujourd'hui aussi, ils vont être victimes de la répression. Victor qui est là, et on est très content, parce que c'était un peu tôt, a été relaxé quand même c'était en décembre, c'est ça que tu as eu ta décision ? En novembre, tu as été relaxé, mais aujourd'hui, il continue à maintenir un peu un acharnement sur 4 camarades de la fac de Nanterre, dont Victor. C'est le 15 février. Ce sera important d'être présent, c'est important de soutenir les camarades, c'est important de leur montrer qu'on ne va pas lâcher l'affaire et qu'ils ne peuvent pas faire des exemples. Juste une chose, et je termine avec ça, très franchement, j'avais un peu d'appréhension de revenir et compagnie, en plus ça a été un petit peu compliqué avec les neiges, le capitalisme espagnol, madrilène en réalité, et les compagnies aériennes, ils ont un petit peu de mal avec la neige et les glaces, donc ça a été un peu compliqué, mais on est revenu. Franchement, reprendre comme ça, être entouré de camarades, d'amis,
de différents secteurs, de différents syndicats, de différentes organisations politiques et de gens en fait avec lesquels on a bagarré dans toutes les luttes. Ça fait chaud au cœur, je vous remercie véritablement les camarades et je remercie Julien qui est quand même avec nous depuis 2006 et qui mène des bagarres contre la Poste. Si en grande partie lui et son cabinet ont permis de dévoiler la question de la quantification de la charge de travail à la Poste, c'est en grande partie quand même grâce à Julien et il fait partie de ces camarades avec lesquels on a plein de discussions sur le pouvoir des travailleurs et compagnie, mais qui, moi j'ai rarement vu un avocat comme ça, aussi opiniâtre, à mettre, si franchement tous les révolutionnaires, tous les communistes révolutionnaires, tous les communistes libertaires mettaient le même acharnement concret, pratique, à détrôner le pouvoir des travailleurs, je crois qu'on serait dans une autre situation. Merci à toi Julien. Allez, la lutte continue les camarades, à très bientôt.